générale de l'ADAGP, alors Société des auteurs des arts graphiques et plastiques, organisme de gestion collective. Tu expliqueras un petit peu ce que c'est justement, et notamment comment les droits gérés par les sociétés d'auteurs peuvent s'articuler avec le contrat d'édition, ou comment on peut les sortir éventuellement, les gérer de manière autonome pour percevoir de nouvelles rémunérations. Si tu veux dire quelques mots sur la DAGP. Bonjour, bienvenue. Alors la DAGP, nous, on a été créée il y a 65 ans. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on exerce donc en tant que société de perception et de répartition. C'est une des plus anciennes sociétés de perception de droits et de répartition. Exactement. Pour tout le champ des arts visuels. Donc la bande dessinée, certes, mais d'autres disciplines comme le livre jeunesse, comme la photographie, comme la peinture, l'architecture, le design, le street art. Donc en fait, c'est tous les arts visuels dont les droits sont gérés, les droits d'auteurs patrimoniaux, par la DAGP. Et effectivement, concernant la bande dessinée, il y a des spécificités parce que pour vous, les auteurs de bande dessinée, les droits d'auteur principaux sont exercés dans le cadre du contrat d'édition que vous négociez, que vous signez avec votre éditeur. Et une société d'auteurs, comme la DAGP, n'intervient qu'à la marge pour les droits dérivés, qui peuvent néanmoins avoir une vraie importance économique. Donc il faut absolument ne pas les négliger. Ce sont des rémunérations qui vous sont dues, et je vais vous expliquer lesquelles et comment les recevoir. Voilà. Il y aura une petite présentation tout à l'heure. Vous venez de voir un aperçu. Mes droits, j'y comprends que dalle. C'est un peu ça le thème de la conférence. Et son corollaire, mon contrat, j'y comprends que dalle aussi. Comment ça fonctionne? Troisième invité, Emmanuel Derange-Hervé, juriste émérite, délégué général du SNAC, Syndicat national des auteurs-compositeurs, donc qui regroupe aussi tout un tas de corps de métiers artistiques, dont le groupement bande dessinée est une branche très active et militante. Voilà. Tu connais très bien le contrat d'édition en général. Voilà, donc tu vas pouvoir nous en parler en long, en large et en travers. On va essayer d'être le plus concret possible, mais il va falloir quand même rappeler sans doute un certain nombre de fondamentaux. Et puis on fera peut-être aussi un tout petit point, mais assez rapide aussi, sur les négociations qui ont mené au nouveau contrat d'édition. Mais on va parler principalement de ce qu'on appelle nous le nouveau contrat d'édition, mais qui est gardez-vous en tête, c'est le contrat d'édition maintenant, point. Voilà. Pour simplifier, pour que ça soit plus clair. Peut-être qu'il faut commencer par rappeler tout simplement un petit peu quels sont les droits qui peuvent être gérés. Plutôt, qu'est-ce qu'un contrat, tout bêtement, d'édition? Qu'est-ce que c'est que cette relation qu'on a avec l'éditeur? Je pense que c'est le mieux de commencer par ça, en fait. Rappeler ça. Donc, c'est évidemment pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Tu voulais commencer par quoi? Mais on va commencer comme ça. On va commencer comme ça en regardant la couve de ce petit bouquin et la dernière de couve. Et donc, le contrat d'édition, ça va du dessin de Marion Montaigne, où des personnages courent sur une plage, main dans la main. L'auteur et le contrat d'édition, on suppose être l'éditeur, sur une plage donc avec la mer en fond, le soleil qui se lève, des petits cœurs. Sur la plage abandonnée. Voilà, et la ligne d'horizon qui se fond dans la mer. Et puis, la dernière de couve, c'est un petit peu plus angoissé. C'est un dessin de Jet, avec l'auteur qui est sur manifestement un bateau qu'il a fait en le pliant avec une feuille de papier de son contrat d'édition. Et donc c'est un esquif assez frêle et pas très fiable, parce que le papier, c'est soluble dans l'eau, et l'eau est très noire. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le reflet de l'état d'esprit des auteurs, éventuellement, sur le contrat d'édition ou sur les rapports qu'ils peuvent avoir au fil du temps avec un éditeur. Au début, tout va forcément bien, sinon on ne signe pas. Le contrat, c'est la loi que se font les parties. Il y a la loi elle est votée par le Parlement, par les députés, les sénateurs. C'est toujours une chose qui a priori est extraordinaire, sinon les élus, la représentation nationale n'aurait pas décidé de l'adopter. Là, en l'occurrence, on peut dire que quand même pour vous, c'est un travail
de collaboration entre les auteurs et les éditeurs qui a fait qu'on est arrivé au système actuel. Donc c'est quand même assez exemplaire par rapport à d'autres lois et par rapport à la fabrication habituelle de la loi. Généralement, la loi, elle est fabriquée en dehors de ceux qui sont concernés directement par une loi. Là, c'est vraiment les représentants des auteurs et les représentants des éditeurs qui, à un moment donné, se sont assis et ont discuté d'une évolution législative parce que vraiment, il y avait une demande de la part des auteurs. La loi, la base de la loi sur le droit d'auteur et sur le contrat d'édition remonte à 1957. Entre 1957 et 2014, en matière de contrat d'édition, il n'y a pas eu énormément de changements, sauf une petite chose, par exemple en 1985, où le contrat d'adaptation audiovisuelle devait être séparé du contrat d'édition livre. C'est quand même un peu à la marge. Donc à partir de 2010, un certain nombre d'auteurs, dont les auteurs de BD, ont commencé à dire la loi, elle ne va plus. Elle est obsolète au regard des pratiques, au regard des choses qui arrivent, et en particulier le livre numérique. Et donc, à cause de ça, à cause de mouvements d'autres secteurs du livre, la jeunesse, la littérature générale, des discussions ont eu lieu avec le syndicat national de l'édition, entre le Conseil permanent des écrivains, dont fait partie le SNAC, la DAGP et d'autres organisations, et le syndicat national de l'édition qui regroupe 700 maisons d'édition d'après ce que je crois savoir, et qui représente à peu près 80% de l'édition en France. Ce n'est pas toute l'édition, mais c'est quand même une part importante de l'édition. Et c'est du même ordre, voire peut-être même plus, en ce qui concerne le secteur de la BD. Donc c'est l'interlocuteur que les auteurs devaient avoir pour l'évolution de la loi. Cette loi, elle a été modifiée en 2014. Nous, notre contrat d'édition commentée était de 2011, et donc il était temps de le refaire pour tenir compte de l'évolution législative et pour tenir compte des pratiques qui s'étaient mises en place depuis 2014, date à laquelle la loi ayant été changée, de nouveaux contrats sont apparus. Mais avant que les pratiques se mettent en place, il faut laisser un peu de temps. Alors, on a peut-être laissé plus de temps qu'il aurait fallu en attendant 2019 pour sortir une réédition du contrat commenté, mais il fallait un peu de temps, quoi qu'il en soit. Donc on est en tort, mais pas complètement en tort. Voilà, une présentation un peu globale de la raison de cet ouvrage, qui est une évolution législative et qui est que le contrat d'édition, c'est la loi des parties. Donc évidemment, c'est important parce que si c'est la loi des parties, vous êtes engagé par ce que vous signez. Alors, je ne sais pas s'il faut vous rappeler un peu la hiérarchie des normes ou pas. Peut-être qu'il faudra le préciser. Mais voilà, la loi des parties, c'est effectivement ça qui va régir ce contrat. C'est ce qui nous concerne. Tu la vis comment, toi, cette loi des parties? Moi, du coup, là, aujourd'hui, j'ai la place de l'auteur ou de l'autrice. Donc, oui. Et en fait, je me mets beaucoup à la place des jeunes auteurs et des jeunes autrices qui commencent. Et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est pour ça aussi qu'on a fait une réédition. C'est parce que pour nous, c'était important de dire à la nouvelle génération aussi qui arrive que c'est un outil sur lequel ils doivent s'appuyer pour négocier. Et je sais à quel point on se sent un petit peu incapable de négocier au tout début de sa carrière, et je pense que c'est vraiment incapable ou illégitime. Oui, alors ça c'est un problème de légitimité, c'est le syndrome de l'imposteur et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que du coup ça participe beaucoup au fait que beaucoup d'auteurs commençant à signer des contrats ont toujours du mal à négocier, et je connais même des auteurs pros de mon âge et plus qui ne négocient toujours pas en fait. Voilà. Donc ça leur donne vraiment un outil et des arguments pour ça. Ça rétablit un petit peu l'équilibre en tout cas. Voilà. Absolument. En le feuilletant, vous verrez qu'il y a plein de recommandations qui sont faites. On parlait un peu de cette hiérarchie des normes. Tu rappelles dedans à chaque fois pour chacun des chapitres, en gros, ou chacun des points, il y a ce que dit la loi, ce que peut avoir donné la négociation collective, qui vient s'articuler dessus, qui est un nouveau degré de texte qui vient s'articuler, ce que l'on trouve concrètement dans les contrats actuels. J'en ai amener quelques exemples qu'on pourra discuter si vous voulez. Et ensuite, vous faites des propositions ou des contre-propositions d'articles. Et c'est bien que ce guide propose ça. Parce que ça, on n'a pas toujours conscience que chaque clause, presque chaque clause, pas toute effectivement, peut être négociable. Ou en tout cas, on peut en discuter. On peut l'aménager. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut que vous reteniez tous. Marc-Antoine, tu me rappelais tout à l'heure, juste avant le début de cette conférence, que ton premier contrat, tu ne l'avais pas négocié. On te l'a quasiment fait signer sur le coin de la table.
Oui, c'est pour dire, parce que souvent, souvent on a l'impression que vous êtes au snack, vous avez tout négocié super bien. Pas du tout. Moi j'ai commencé, c'est pour ça que je ne comprends que trop bien les auteurs qui signent sans discuter, parce que je l'ai fait, je pense qu'on l'a tous fait, et de peur de ne pas paraître professionnel, alors que c'est le contraire, c'est qu'on commence à négocier, qu'on commence à être considéré comme professionnel, parce que sinon on passe pour des gens qui sont prêts à accepter à peu près tout. Donc c'est un peu problématique, mais effectivement, moi j'ai signé des trucs sur les bouts de table, je fais mon autocritique. Voilà. Donc non, il va falloir apprendre à négocier un petit peu. En tout cas, déjà, commencer à les lire, tout bêtement. Alors, pour pouvoir négocier, à mon avis, il faut pouvoir comprendre. Déjà, donc il va falloir quand on a expliquer compris, on peut éventuellement discuter. Et quand on discute, en réalité, sans le savoir, on négocie. Quand on discute, on négocie. Donc, il ne faut pas avoir peur du terme négocier. Négocier, c'est discuter. C'est débattre d'un sujet qui vous tient à cœur. Dans un contrat, vous avez dans cet outil des annexes, une partie annexe qui est importante. Elle n'est pas dissuasive, elle est là pour justement vous permettre, le moment venu, si vous en avez besoin, de trouver l'outil ou l'élément qui va vous être utile pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la loi, ou qu'est-ce qu'il y a dans les contrats, ou qu'est-ce qu'il y a dans l'accord professionnel, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lettre type à faire. Donc c'est vraiment des éléments pratiques que l'on met à votre disposition. Et donc, pour pouvoir effectivement commencer à envisager de discuter, donc de négocier, il faut comprendre. Pour pouvoir comprendre, il faut lire. Alors vous n'êtes pas obligé de lire tout un contrat, même si normalement vous devriez lire tout le contrat. Mais un contrat d'édition, c'est une vingtaine de pages. Entre le contrat d'édition et le contrat d'adaptation audiovisuelle, vous arrivez à une vingtaine de pages, plus ou moins serrées. Alors si on est sur le contrat SNE, le modèle de contrat des éditeurs, on est sur une vingtaine de pages. Si on est sur le contrat CPE, on est sur une vingtaine de pages, mais avec des possibilités de ne pas signer certaines pages. CPE, c'est Conseil permanent des écrivains. Je fais juste. Je l'avais dit au début, mais oui, tu peux le mais répéter je préfère le redire à chaque fois. Et puis il y a un autre contrat qu'on met dans les annexes, qui est le contrat du SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs. L'esprit de ces contrats n'est pas le même. Donc la rédaction ne va pas être la même. En fonction de vos interlocuteurs, vous allez avoir l'un ou l'autre des modèles qui va vous être proposé. Il y a peu de chances pour que vous puissiez imposer votre contrat. Si vous ne demandez rien, vous obtiendrez tout ce que vous avez demandé, c'est-à-dire rien. Si vous commencez à discuter, vous ne pouvez pas discuter de toutes les clauses. Vous n'obtiendrez pas grand-chose, mais ça sera déjà ça. L'intérêt de ce document, c'est de vous permettre, sur les clauses où vous avez envie de discuter, de savoir quels sont les points sur lesquels vous pouvez envisager une discussion. Et éventuellement, parce que quand on est auteur, on ne sait pas rédiger des termes juridiques, on sait rédiger un texte, on sait faire un livre, mais bon, même si certains d'entre vous sont dessinateurs, mais peu importe, vous travaillez avec des auteurs, vous savez rédiger, vous savez concevoir et mettre en forme des choses. Quelquefois, c'est sous la forme d'une image, mais quelquefois, discuter en mettant une image sous l'œil de votre éditeur, ça sera plus fort que de lui mettre un texte de 2 lignes. Hein. Donc, que les choses soient claires, vous pouvez aussi faire un petit dessin pour vous faire comprendre. Quoi qu'il en soit, ça vous permettra, si vous lisez cette clause-là et la contre-proposition concernant cette clause, de vous dire c'est ça l'objectif que je veux atteindre, c'est ça dont je dois discuter. Après, je laisse éventuellement la liberté à l'éditeur de trouver la forme qui lui convienne. Mais au moins, j'ai une ligne d'horizon sur qu'est-ce que je veux arriver à obtenir sur cette clause. Une clause de rémunération, une clause de durée, une clause de réserve. Voilà, je pense que c'est le moment effectivement de détailler un peu ce que c'est qu'un contrat. Qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, voilà. Quelles sont les différentes clauses. Et là, après, on pourra venir à ce point que tu évoquais, qui est quelle est celle qui pour moi est la plus essentielle à négocier ou à discuter. Si tu veux bien qu'on commence à détailler un petit peu ce que c'est que le contrat. Alors, déjà, la relation contractuelle, on ne l'a pas tout à fait dit tout à l'heure, mais la relation qui vous lie à un éditeur, voilà, c'est pas employé-employeur. C'est important, ça, de l'avoir en tête. Même si vous êtes en relation pendant très longtemps avec un seul éditeur, ça n'est pas votre employeur. C'est un partenaire commercial.
Voilà, vous êtes un indépendant qui traite avec un autre indépendant auquel vous allez confier. Ce qui est compliqué parce que c'est quand même lui qui vous donne de l'argent dans les avances, etc. Oui. Il vous paye en avant. Alors ça, on va y venir petit à petit. Ouais. Effectivement, c'est important. Mais c'est quand même une relation de professionnel à professionnel, déjà. Tu avais raison d'insister là-dessus de tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que vous êtes en mesure de discuter. Vous apportez, vous, votre œuvre. Lui, il va apporter les conditions pour l'éditer et la mettre en commercialisation. C'est ça, en gros, l'objet du contrat d'édition. L'objet principal, global. Alors, au départ, l'auteur, il est propriétaire plein et entier des droits sur son œuvre. Tant qu'il ne signe pas un contrat, tant qu'il n'adhère pas à une société de gestion et qu'il ne fait pas un apport de droits, il est seul propriétaire de son œuvre et des droits d'exploitation sur son œuvre. Le contrat d'édition a pour objet de céder tout ou partie des droits d'exploitation sur l'œuvre que vous avez ou que vous allez créer. Donc c'est là où vous êtes engagé. Le contrat d'édition n'est pas un contrat de travail. Ce n'est pas votre force de travail que l'éditeur veut avoir pour une durée ou sans limitation de durée. Ce qu'il veut obtenir par la signature d'un contrat d'édition, ce que vous voulez obtenir en signant un contrat d'édition avec un éditeur, c'est un partenariat pour l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, pour l'exploitation d'une œuvre qui va se faire, alors dans les critères actuels, encore principalement sous la forme de livres imprimés, mais pas que. Parce que dans le contrat d'édition, vous cédez aussi des droits pour l'exploitation du livre au format numérique, et vous cédez aussi des droits d'exploitation dérivés, seconds. Et donc, en réalité, dans la plupart des contrats d'édition aujourd'hui en France, vous cédez la totalité des droits d'exploitation sur votre œuvre pour une durée de cession qui, la plupart du temps, est pour la durée de la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire 70 ans après la mort du dernier des co-auteurs de l'œuvre. D'accord ? Donc, ce n'est pas un contrat qui engage pour, pas beaucoup, un contrat d'édition. Ça vous engage pour une œuvre, pleinement, pour tous les droits d'exploitation de cette œuvre, pour 70 ans après votre mort. Donc, ça vous engage votre vie durant, ça vous engage pour vos héritiers, les héritiers de vos héritiers, et quelquefois les héritiers des héritiers de vos héritiers. Il faut voir loin dans la vie. Peut-être qu'on n'est pas obligé de voir toujours aussi loin que ça. Hein. Peut-être qu'il faudrait, dans certains cas, envisager que le contrat d'édition puisse être avec des durées plus limitées ou avec des portes de sortie à certains moments. Par exemple, le contrat SEA envisage que le contrat est fait pour la durée de la propriété littéraire artistique, mais à échéance de 10 ans, les parties peuvent envisager de mettre fin au contrat et de se séparer bons amis pour faire autre chose. Voilà. Ce n'est pas complètement aberrant dans la vie d'aujourd'hui de se dire bon, on n'est pas forcément marié pour au-delà de notre mort et après qu'il ne restera plus rien de nous. Et il faut savoir que c'est assez spécifique à la France, cette durée de cession. Hein. Ce n'est pas dans tous les pays. Dans des pays anglo-saxons aussi, on a souvent des durées assez longues, mais il y a d'autres pays où les cessions sont très courtes. Ça peut être pour quelques années à partir de la signature, simplement. Donc ce n'est pas une pratique qui est généralisée. Elle est globale chez nous, certes, même si le SEA propose des alternatives. Et parmi le SEA, il y a aussi des éditeurs au sein du SEA qui ne vont pas forcément mettre une cession pour la durée des droits avec possibilité de rediscussion tous les 10 ans. Il y en a aussi qui font des cessions courtes, ça peut arriver. Ça, c'est une clause, voyez, que vous pouvez peut-être éventuellement discuter, mais pas avec tous les éditeurs. Il y en a qui sont assez fermés à ça. Est-ce que tu as des exemples, toi, Christelle, de cas de négociation ? Je vais pas donner de nom d'éditeur, mais c'est vrai que, par exemple, un auteur qui n'a jamais signé de contrat, le contrat type qu'un éditeur mainstream va lui donner va être plein de choses trappes et de petits pièges. Donc voilà, donc c'est pour ça que le contrat BD commenté est important, c'est parce que justement ça va vous permettre... Nous en plus on n'a pas la maîtrise du langage juridique. Quand on est auteur de bande dessinée, il faut être pluri-talentueux parce que je pense qu'il faut être comptable, etc., etc. Mais là en plus le langage juridique c'est pas du tout notre truc, c'est pour ça que le SNAC existe. Et c'est pour ça que le contrat commenté est important, parce que ça vous donne, pour ces quelques pages, ça vous donne des outils de compréhension, ces explications de textes juridiques, sachant que en général, les éditeurs sont assez retors, parce que quand on fait une explication en texte d'un truc, souvent ils arrivent à modifier aussi
certains termes, certains mots à leur avantage. Donc on est constamment en train de leur courir après à ce niveau-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines clauses auxquelles il faut faire attention tout de suite, que les éditeurs ont tendance à mettre régulièrement dans leur contrat pour des auteurs inexpérimentés. Ouais. Il y a un paquet de clauses comme ça qu'on peut voir. Déjà, je pense que Marianne va pouvoir intervenir effectivement sur certaines clauses qui peuvent concerner les droits de gestion de collective notamment. Peut-être. Moi, ce que je voulais dire, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que société d'auteurs, on n'intervient pas dans la relation entre l'auteur et son éditeur dans le cadre du contrat d'édition que vous négociez. Il y a des conseils, mais tout comme au Snack BD. Non, je voudrais juste donner 2 conseils généraux. Premier conseil, votre bien le plus précieux, c'est votre signature. Donc c'est extrêmement important parce que c'est tout à fait dans ce qu'on vient de dire, mais une fois que vous avez signé un contrat, ça peut avoir des incidences sur lesquelles on ne peut pas forcément toujours revenir, puisque comme on l'a dit, le contrat, c'est la loi des parties, ce qui est très fort. Deuxième conseil, ne signez pas si vous ne comprenez pas. Un contrat, c'est un accord de volonté. Pour avoir un accord de volonté, il faut comprendre ce sur quoi on se met d'accord. Donc ne vous laissez pas impressionner par le fait que vous ne compreniez pas ce que vous lisez. Le droit, c'est de la nature, c'est une science humaine, c'est du français. Donc si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, parce que ce sont des mots de plus de 4 syllabes, hyper techniques et autres, vous devez, c'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel, poser des questions pour comprendre. Donc posez des questions à votre éditeur. Et puis si votre éditeur lui-même ne comprend pas forcément, parce que de toute façon c'est aux services centraux de la grande maison d'édition qu'on leur a dit c'est ça qu'il faut faire signer, voire voilà. Prenez le temps que lui se renseigne, vous de vous renseigner auprès du SNAC, auprès d'autres entités, notamment les sociétés d'auteurs, mais le SNAC est particulièrement compétent pour ça, afin qu'il soit bien clair pour tout le monde de savoir quel est l'accord avec lequel vous mettez d'accord justement avec votre éditeur. Ça, c'est vraiment moi mes 2 conseils. Il n'y a aucune raison que vous ne compreniez pas ce que vous signez. Et comme le disait Christelle, la difficulté, c'est que ça, c'est vrai en droit, c'est vrai en compta, c'est vrai en droit social, etc., en plus de vos compétences d'auteur. Et tout ça n'est pas forcément d'ailleurs extrêmement compatible. Ça, c'est le charme d'être un indépendant, c'est-à-dire qu'il faut savoir tout faire. Vous ne le saurez pas dans les mois qui viennent. En revanche, constituez-vous tout doucement cette expérience. Dans 3-4 ans, vous aurez compris de quoi il retourne dans les grandes lignes. Vous n'êtes pas des directeurs juridiques, vous n'êtes pas des experts comptables, mais il faut que sur les principales grandes notions, les choses soient acquises. Et il y a plein d'entités qui peuvent vous y aider. Et vous verrez, vous avez un cerveau comme tout le monde. Ne vous laissez pas impressionner par les tournures juridiques. Oui, et puis parlez-en entre vous aussi, pour comprendre quelles sont les pratiques des différents éditeurs et quelles sont les marges de manœuvre potentielles chez l'un ou chez l'autre. Voilà, faut parler, faut en discuter. Tu demandais des exemples précis sur les durées, puisqu'on était sur la durée. Alors, on a effectivement un contrat, le contrat SEA, qui prévoit une durée, dans son modèle type, qui prévoit une durée qui est la durée de la propriété littéraire artistique, mais avec une possibilité de sortie au bout de 10 ans. On a des contrats qui sont pour des durées déterminées, 5 ans, 10 ans, plutôt dans des petites maisons d'édition et plutôt sur du numérique, sur des éditions au format numérique. Ça existe. On a aussi des cas dans lesquels... C'est important d'ailleurs que pour des droits numériques, on fasse des sessions plutôt courtes. Oui. On a aussi des cas, y compris dans des grandes maisons d'édition, grandes par le chiffre d'affaires, la taille, etc., dans lesquelles on voit, quand il y a de la discussion, quand il y a de la négociation, des choses qui peuvent apparaître, alors qui ne sont pas forcément des durées déterminées pour toutes les sessions, pour tous les droits, mais qui peuvent être des portes de sortie pour certains droits, si certains droits n'ont pas été exploités dans une certaine période. C'est un peu compliqué tout ce que je viens de dire, donc je prends un exemple précis. Vous cédez tous les droits d'exploitation, souvent dans les contrats d'édition. Rien n'exclut que sur un type de droit, vous disiez, alors par exemple le droit de merchandising, ou par exemple le droit de merchandising, c'est la possibilité d'utiliser
de façon seconde les éléments de votre création pour en faire des produits qui vont être commercialisés, des figurines, des éléments mobiliers, du scolaire, enfin, peu importe. C'est ça ce qu'on appelle le merchandising. Et donc, certains auteurs se disent, mais moi je pourrais peut-être à un moment donné exploiter moi-même ou par le biais de structures avec lesquelles je serai en contact, ce type de droit. Dans un premier temps, l'éditeur lui dit, ben non, je veux avoir ces droits parce que si ces droits sont exploités, ça sera parce que l'œuvre livre aura connu un certain succès. Il y a une forme de logique. Il ne faut jamais refuser la logique de votre partenaire. Il faut accepter la logique, mais il faut qu'il entende aussi votre logique dans la discussion et dans la négociation. Une négociation, c'est ça. C'est chacun explique son point de vue. Il ne s'agit pas de se bouffer le nez entre deux personnes qui discutent d'un contrat. Il s'agit d'expliquer son point de vue et de faire entendre sa raison et peut-être faire entendre raison. Voilà, il y a différents stades. Donc là, à un moment donné, sur un type de droit, vous dites, mais moi j'aimerais que si ces droits ne sont pas exploités par vous, au bout d'une certaine période, après la parution du livre, vous acceptiez par avance que sur simple demande, les droits me soient rendus. Alors, ce n'est pas une durée déterminée, mais quelque part, ça y ressemble. Et quelque part, sur le plan de la discussion, c'est beaucoup plus difficile pour l'interlocuteur de dire « hors de question, je ne veux pas entendre parler de ça », parce que l'argument à ce moment-là de l'auteur est très facile, c'est de dire « mais puisque tu ne t'en sers pas, puisque ça ne te rapporte rien, qu'est-ce que ça peut faire si je le reprends ?» Et là, c'est compliqué de vous dire oui mais non quand même. C'est peut-être important de rappeler justement que sur ce point-là, s'il y a un défaut d'exploitation de la part du cessionnaire, ici l'éditeur, ces droits sont censés retourner à l'auteur de toute façon. Alors pas chacun des droits, c'est ça le problème. Chacun, mais ouais. On a réussi à obtenir dans la loi de 2014, effectivement, le CPE et le SNE a accepté, donc c'est un consensus entre les auteurs et les éditeurs, de considérer que sur certaines hypothèses, dans certains cas, il peut y avoir des résiliations de plein droit du contrat. C'est-à-dire, malgré le fait que le contrat est valable pour la durée de la propriété littéraire artistique, pour le monde entier, pour tous les droits d'exploitation, néanmoins, dans certaines hypothèses, si les conditions sont réunies, l'auteur ou l'éditeur, à la limite, peut dire, les conditions étant réunies, je demande la résiliation de plein droit. Et l'autre partie ne peut pas dire non. Mais l'hypothèse que j'évoquais d'un type de droit n'est pas visée par ça, dans les cas de résiliation de plein droit. Les cas de résiliation de plein droit, c'est la publication en livre, la publication en numérique. S'il n'y a pas l'un des deux, il y a possibilité de résiliation de plein droit. C'est l'exploitation permanente et suivie du livre imprimé ou du livre au format numérique. Et si certaines conditions de l'exploitation permanente et suivie ne sont pas réunies, résiliation de plein droit. C'est la reddition des comptes, l'absence de reddition. Voilà. Donc c'est des cas qui sont reddition des limitativement. comptes, ça vous parle tous ces termes ou pas là? Faut peut-être. Est-ce qu'il faut expliquer ou pas? Non. Si non. Reddition des comptes. Ça aussi, c'est une clause importante. L'essentiel pour les auteurs dans un contrat d'édition, c'est combien je vais te payer. C'est l'argent quand même, le nerf de la guerre, le nerf de votre métier. Pour pouvoir faire si vous voulez prétendre à avoir un métier, il faut prétendre à avoir de l'argent. Donc, si vous voulez prétendre à avoir de l'argent, il faut regarder la clause rémunération. C'est une des clauses essentielles du contrat, c'est la clause rémunération. Qu'est-ce que je vais toucher? Quand je vais le toucher? Voilà. Et le principe de la rémunération de l'auteur, en droit français, c'est que l'auteur doit être rémunéré proportionnellement à l'exploitation de son œuvre. Tant que l'œuvre est exploitée, qu'elle génère des recettes, l'auteur doit toucher sa part. Que ce soit en gestion individuelle ou que ce soit en gestion collective. Et après, Marianne Ferifal vous expliquera la gestion collective et comment ça fonctionne. Mais pour ce qui concerne la gestion individuelle, c'est dans les contrats BD, dans les grandes maisons d'édition, encore une fois, les redditions de comptes sont envoyées 2 fois par an. Ça peut être une fois par an pour les petites maisons d'édition, sinon. Dans les grandes maisons d'édition. Oui, je sais. Non, mais je précise donc, pour les petites. Effectivement, pour le SEA, c'est une fois par an et la loi dit minimum une fois par an. Souvent, quand les éditeurs ne font pas leur travail à ce niveau-là, vous êtes en droit de leur envoyer un mail ou une lettre recommandée pour réclamer justement cette reddition qui est obligatoire. Parce que souvent, les petits éditeurs sont débordés et ils ont du mal à faire ça, mais ils sont obligés de le faire. Ouais. Oui.
Donc, la reddition de compte, c'est un document annuel ou semestriel qui va vous être envoyé et qui va être un état des ventes de votre livre. Et à chaque vente, vous avez un pourcentage qui est prévu dans le contrat, donc vous avez une somme qui va être créditée à votre compte. Si vous vendez un exemplaire qui est vendu 10 € hors taxe, que vous avez 10% de droit, vous avez 1 € par exemplaire vendu. En général, au début, ce n'est pas 10%, c'est plutôt 8%. Et 10 €, ce n'est pas toujours le cas que ce soit 10 €. Donc voilà, je vous donne le principe, mais après, il faut adapter à chaque cas particulier. Et ça, c'est la somme qui est créditée à votre compte. Vous n'aurez pas forcément cette somme qui vous sera versée, parce que j'espère bien que vous aurez négocié en dehors des termes de votre contrat avec les pourcentages de droits sur les ventes, un avaloir ou une avance ou une somme au titre du contenu que vous allez livrer, et que donc vous aurez été payé pour faire le travail et rendre la commande qui vous aura été faite. Et cet avaloir, si c'est un avaloir ou une avance, va venir en déduction des droits qui vous sont dus. Donc imaginons que vous ayez 1 000 € d'avaloir, c'est stupide comme somme, hein. C'est beaucoup plus que ça pour faire un album normalement, hein. Mais bon, voilà. Mais je vous donne cet exemple-là parce que dans ma petite tête, c'est plus simple de calculer comme ça. Donc 1 000 € d'avance, un livre vendu 10 € hors taxe, un pourcentage de droit à 10%, donc 1 € par exemplaire. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vendiez 1 000 exemplaires pour commencer à toucher au-delà de l'avance que vous avez touchée de 1 000 €. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je n'ai pas encore été assez simple dans mon explication? Mais le principe de la rémunération de l'auteur, c'est ça. Vous avez une avance, elle est récupérée sur le produit des droits d'auteur négociés dans le contrat, et vous commencez à toucher après. D'où l'importance de négocier le montant de l'avance et les pourcentages et les modalités de récupération de l'avance sur les pourcentages. Si vous ne négociez pas ça, c'est comme si vous acceptiez de faire un chèque en blanc à un artisan à qui vous passez commande d'un travail. Vous ne signez avec l'éditeur que parce qu'il vous a vendu l'espoir qu'il va exploiter votre œuvre et que grâce à cette exploitation, vous allez pouvoir vivre de votre travail. Donc, vous devez négocier tous ces éléments-là. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et on fera le tour pour vous passer le micro. Moi, je voulais juste revenir aussi à un moment donné. Page 23, il y a l'article étendu de la session livre imprimé et droits dérivés. Je voulais juste revenir sur un point, c'est que par exemple, il y a des droits qu'on peut garder pour soi. Sachez-le, parce que par exemple, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices maintenant qui viennent du fanzina, qui font de l'autoprod, de l'auto-édition, etc. Le jour où ils ont donc ils se créent un petit public comme ça, un lectorat, des gens fidèles, et ils sont habitués à vendre pas mal de petits produits dérivés, je sais pas, ça peut être des pins, ça peut être des t-shirts, j'en sais rien. Bref, et le jour où ils ont un contrat comme ça d'édition avec un éditeur mainstream, il y a des choses qu'ils peuvent garder pour eux, comme par exemple le droit de merchandising. Donc ça se négocie. Donc si vous voulez le garder, par exemple, gardez-le en tête, c'est possible, c'est tout à fait négociable. Ouais, une question. Je sais pas si le droit d'exposition aussi, c'est important pour certains d'entre vous, les dessinateurs. Le droit d'exposition, c'est important de le garder. Pour l'enregistrement, c'est mieux. C'est pour avoir assez de... Comme ça, comme on regarde la vidéo après, ça permet de... Oui, simplement, en fait, c'est Christelle, oui. C'est ça? Christelle, vous parliez tout à l'heure des choses trappes qu'on pouvait avoir sur les premiers contrats. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler plus tard, mais qu'est-ce que ça peut être typiquement sur les premiers contrats, les choses là, je laisse le juriste en parler. Les pièges habituels. Non, mais comme je le disais, vous avez un modèle de contrat qui va vous être proposé. Ça va être le modèle de contrat SNE adapté dans les maisons d'édition avec lesquelles vous allez traiter, donc adapté par les maisons d'édition BD. Il n'y a aucune raison que votre éditeur négocie pour votre compte à votre avantage. Donc, il va vous proposer le modèle type. Si vous voulez négocier des montants d'avaloir, si vous voulez négocier des durées, si vous voulez négocier des droits réservés, si vous voulez négocier des conditions particulières d'amortissement des avaloirs, c'est vous qui devez l'aborder. Donc, ce sont les points que vous devez regarder dans les contrats. Donc, périmètre de cession, rémunération, modalité d'amortissement de l'avaloir. C'est ça ce que vous devez regarder dans votre contrat. C'est les clauses
vraiment sur lesquels il faut vraiment aller directement. C'est en général ce que font les auteurs, ils vont directement à la clause rémunération. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est effectivement périmètre de cession, durée, rémunération, modalité de versement de la valoir et d'amortissement de la valoir. C'est là qu'il faut que vous regardiez peut-être les pages de cet ouvrage. C'est là qu'il faut que vous vous posiez des questions en vous disant, bon, ce travail que je vais faire avec cet éditeur, ce partenariat que j'instaure, ça va me prendre X mois de ma vie ou X années de ma vie professionnelle. Pendant que je fais ça, je ne pourrais pas faire autre chose. Probablement. Je présuppose. Mais quand on est dessinateur, quand on a un certain rythme de production, on ne peut pas fournir plus qu'un certain nombre de planches par mois. Donc voilà. C'est un point sur lequel on insiste régulièrement, tous les associations et syndicats représentant les auteurs et sociétés de gestion de droits, c'est que c'est un métier à temps plein la plupart du temps. Très souvent, le seul qu'on puisse faire, même si on connaît tous des gens qui ont un autre métier à côté, c'est juste par nécessité, mais au détriment de leur art. Alors, si on veut vraiment en vivre, il faut pouvoir l'exercer à temps plein et donc pouvoir négocier des rémunérations suffisamment conséquentes, solides, sérieuses, professionnelles. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez votre calcul. Juste une petite chose, j'ai oublié de préciser pour les questions, il y a possibilité de poser des questions, on est en Facebook Live je crois, donc on peut poser des questions par Internet et Marc-Antoine nous les passera. Juste pour aller au bout de votre question, ça veut dire qu'il faut vraiment envisager quand vous prenez un contrat, quand vous discutez d'un contrat, de faire un calcul dans votre tête sur le temps, la valeur de votre temps et la rémunération qui vous est proposée. Vous pouvez accepter éventuellement des choses qui sont sous-payées, pourquoi pas, mais vous devez au moins en avoir conscience. C'est-à-dire que vous devez vous dire, je peux produire X planches, la planche est payée tant, ou le forfait c'est tant, ça me prend tant de temps, ça fait quoi la valeur de mon temps? Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce que c'est pas raisonnable? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures avec ça? Est-ce que je vais pouvoir vivre? Alors il faut aussi être conscient, j'insiste beaucoup sur les questions parce que c'est les structures de protection des auteurs, enfin pour protéger les auteurs, etc., qui existent, le SNAC, la charte, la Ligue maintenant et toutes ces structures-là, en fait. Il faut aussi être conscient que vous appartenez à un corps de métier, qu'il y a on va dire des moyennes de paiement à la planche, au forfait, etc. Si vous demandez des forfaits de plus en plus bas, la moyenne générale va baisser. Et on sait que les tirages de bouquins actuellement sont de moins en moins élevés parce qu'il y en a de plus en plus sur les tables. Que donc du coup la moyenne de vente d'un bouquin elle baisse aussi, donc soyez très très conscient que si vous tirez toujours par le bas, c'est tout le monde que vous tirez par le bas aussi quoi. Ça j'insiste beaucoup là-dessus mais c'est vraiment important. Ouais. Alors moi je vais rajouter une chose, les métiers d'auteur ne sont pas des métiers dans lesquels vous pouvez penser à long terme ou même à moyen terme qu'en proposant un prix moindre qu'un autre, vous allez être respecté et vous allez durer dans le métier, ou vous allez pouvoir rentrer dans le métier et durer dans le métier. Ça n'existe pas en réalité, ça. Vous pouvez peut-être faire un coup une fois, ou vous pouvez faire plaisir à un éditeur, mais il n'aura pas, la fois d'après, il n'y aura pas de... Alors, la première fois, tu m'as fait une fleur, la deuxième fois, moi, je vais te faire une fleur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez être respecté, vous devez vous respecter et respecter la valeur de votre travail. Si vous ne discutez pas avec les éditeurs, ils seront contents parce que ça leur fait gagner du temps. Mais pour autant, ils ne vous respecteront pas plus parce qu'eux passent leur vie à discuter et à négocier. C'est leur job de discuter et de négocier. Ça fait partie du travail. C'est normal de discuter. Encore une fois, c'est une question de il ne s'agit pas de discuter à tort et à travers, il ne s'agit pas de hurler, il s'agit d'argumenter. Voilà. Donc la première clause, vraiment, à regarder, les droits cédés et en regard, les rémunérations proposées. Essayons d'être un peu plus concrets. Les pourcentages, vous connaissez un petit peu? Quels sont les pourcentages pratiqués dans la bande dessinée? Est-ce qu'il faut qu'on reprécise un peu? On en parle un petit peu. Les pourcentages dans le milieu. On a une annexe. Alors dans le document, 6, dans le document, vous avez mais dans le texte même et dans les annexes, vous avez effectivement des indications sur les pourcentages ou certains pourcentages d'usage. Vous avez des indications sur le prix planche moyen, voilà, sachant que vous pourrez rencontrer du moins ou des façons de calculer autres que ce que l'on envisage, c'est-à-dire qu'il y a des forfaits.
Mais les forfaits, il faut les rapporter à votre temps de travail. Si on vous propose un forfait, à la limite, pourquoi pas, mais raisonnez sur, d'accord, mais ce travail-là me prend combien de temps? Quelle sera la rémunération de mon temps? Est-ce que mon temps sera à la valeur de la formation, des compétences que j'ai et de la valeur du travail que je fournis? Si la réponse n'est pas un petit peu oui... Parlons un peu pratique plutôt. Voilà. On perd un peu le monde là. Voilà. Concrètement, il faut savoir que dans la bande dessinée, on n'a pas les pourcentages les plus faibles qui sont proposés dans la totalité du monde de l'édition. C'est pas pour ça qu'il faut les accepter tels quels et ne pas négocier. Très concrètement, notre échelle, c'est grosso modo, c'est progressif, 8%, 10%, 12%. Ça, c'est une pratique un peu globale, c'est l'usage un peu global, général, à peu près chez tous les éditeurs. C'est à peu près ce qu'on va vous proposer sur vos premiers contrats. Ça, en papier, oui, pardon, excuse-moi, droit pour l'impression. Voilà. On a des exceptions, on a vu chez certains éditeurs qui peuvent commencer à 10%, parfois 12%, ça peut arriver. Et là, certains viennent d'annoncer. Bambou, voilà. Si tu veux en parler un petit peu, là, il y a des taux beaucoup plus intéressants. Non, mais Bambou Édition a pris des mesures pour que leurs auteurs soient mieux rémunérés sur les pourcentages. Sachant qu'effectivement, il y a d'autres auteurs aussi qui négocient avec leurs éditeurs des avances assez faibles, sachant qu'eux, ils ont peut-être d'autres contrats à côté. Ça reste notamment pour les scénaristes. Ils négocient des avances un peu faibles pour eux, sachant que pour le dessinateur, c'est toujours plus élevé en proportion, évidemment. Pour justement se faire rembourser plus vite sur les ventes après. Mais c'est une prise de risque. Voilà, ça il faut le savoir. Il y a aussi des gens qui demandent ce qu'on appelle un forfait, c'est-à-dire en fait de l'argent qui ne sera pas remboursé. Ce ne sont pas des avances au droit d'auteur, c'est un forfait et donc c'est pas remboursé. Un fixe, pardon. Oui, ouais. un fixe. C'est pas remboursé après sur les ventes du livre. C'est difficile d'avoir ça parce qu'il faut quand même avoir un certain statut au bout d'un moment en tant qu'auteur. Des garanties de vente. Mais après, pour certains, ça peut se négocier. Ouais. Dans tous les cas, si les auteurs ne le demandent pas, ils ne l'obtiennent pas, ça c'est sûr. Les éditeurs ne sont pas enchantés de ça. Mais enfin, plutôt que de parler de fixe ou de forfait, parce qu'on a l'impression que c'est presque quelque chose qui serait indu. Non, le vrai problème, c'est est-ce qu'il est normal que le contenu ne soit pas payé? Quand c'est une avance, le contenu n'est pas payé. Est-ce que c'est normal que dans le livre, le contenu ne soit pas payé? Moi, je pense vous avez bien compris la pratique, c'est oui, mais moi, je pense que non. C'est pas normal que le contenu ne soit pas payé. Et pour que le contenu soit payé, normalement, il devrait y avoir que du fixe. C'est-à-dire que on est payé pour faire un travail, et c'est logique parce que après, on cède une exclusivité d'exploitation à un éditeur. Donc, on concède quelque chose qui est une valeur patrimoniale, et après, on est payé sur l'exploitation. Il n'y a rien d'aberrant à ça. Donc, on devrait devrait avoir d'anormal. 2 niveaux de rémunération. C'est ça qui devrait être normal. Mais ce n'est pas ça qui a lieu pour le moment, sauf pour ceux qui arrivent à discuter ou qui négocient ou qui discutent. Et ceux qui discutent, à terme, la première fois, ça peut ne pas passer. La deuxième fois, ça peut passer, pas forcément sur toute la somme, mais sur une partie de la somme. Et à chaque fois, il faudra remettre le couvert et rediscuter de ça. Mais c'est possible. Donc, effectivement, il y a cette chose-là qui est envisageable, c'est de dire l'avaloir ne doit pas être récupéré. L'autre solution, là aussi on est dans de la négo et de la contre-proposition, c'est de dire, bon alors, c'est récupéré, mais pas forcément récupéré sur tous les droits. Ça peut être récupéré éventuellement sur les droits vente France et pas sur les droits étrangers ou pas sur les droits dérivés ou seconds. Ce qui fait que s'il y a des droits dérivés ou seconds, l'auteur commence à toucher dès le premier exemplaire ça, ou de la première recette. Ça peut un peu sur ce point-là aussi. Savoir que les avances, est-ce qu'elles sont récupérables généralement sur tous les droits? Est-ce qu'il faut accepter ça? Est-ce qu'il faut... Là, tu es en train de l'aborder. Et j'essaie de amener à ce point que non, on n'est pas obligé d'accepter que ça soit récupérable sur l'ensemble des droits qui vont être générés par les exploitations du livre. C'est absolument négociable. Vous avez une somme qui vous est versée. L'éditeur et vous acceptez la qualification d'avance ou d'avaloir. C'est une chose. Ça veut dire que c'est une avance ou une avaloir, mais il faut définir le périmètre de ce sur quoi cette avance ou cet avaloir sur quoi ça va s'imputer, sur quoi ça va être amorti. Vous pouvez très bien dire, vous avez 1000 € d'avance et la récupération se fait uniquement sur les droits seconds, sur les ventes à l'étranger, pas sur les ventes en France. Vous pouvez très bien dire,
Ça se fait sur tous les droits générés par l'exploitation, que ce soit sur les ventes papier, sur les ventes numériques, sur les cessions de droits à l'étranger, mais pas sur l'audiovisuel, pas sur les droits audiovisuels qui sont dans un contrat séparé. Tout est négociable, tout est discutable. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vous réserver comme part de votre patrimoine pour, si jamais cette part-là est exploitée, vous puissiez vivre de votre métier et des recettes d'exploitation de votre travail. C'est compliqué pour les auteurs de réfléchir à ça, mais c'est nécessaire quand on est un professionnel. C'est d'autant plus nécessaire que c'est probablement une des seules chances que vous ayez de gagner de nouvelles rémunérations sur des nouvelles exploitations avec celles qui peuvent être proposées par les sociétés d'auteurs. Voilà, ça me permet de faire la transition. Du coup. Qui peuvent être mentionnées dans le contrat et ce qui peut poser problème aussi parfois. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu, Marianne, de ces droits gérés par la DAGP notamment, et les sociétés de gestion collective en général. Puis on verra après comment ça s'articule avec les contrats. D'accord. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint qu'on installe avec, bien sûr, en titre, mes droits, j'y comprends que dalle, en référence au titre de notre... aujourd'hui de notre discussion. Alors, la DAGP, c'est beaucoup de choses. Je voudrais vous... Voilà, j'ai plusieurs points. La gestion des droits patrimoniaux, qu'est-ce que la DAGP, la BD à la DAGP. Et puis aussi quelques perspectives d'avenir, parce qu'en ce moment, c'est assez rock'n'roll dans le droit d'auteur. Donc, je voulais quand même que les créateurs qui sont là soient au courant de ce qui... se passe notamment à Bruxelles et dans le champ du numérique. Alors, sur la gestion des droits patrimoniaux, en fait, on va distinguer trois grandes catégories, trois grandes familles de droits patrimoniaux. Vous le savez, le droit d'auteur, c'est deux grandes composantes. Il y a les droits patrimoniaux, ce sont ceux qui vous permettent de toucher une rémunération et donc, du coup, de pouvoir exercer en tant que professionnel, parce que vous êtes payé pour l'utilisation de votre œuvre. Et puis, l'autre grande partie du droit d'auteur, c'est le droit moral, qui est un droit assez spécifique à la France. Dans d'autres pays en Europe, il existe aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas reconnu du tout partout dans le monde. Et le droit moral, c'est quelque chose qui est très fort, parce que ça vous permet de faire des actions défensives en termes de reconnaissance de l'intégrité de l'œuvre, enfin pour faire reconnaître l'intégrité de l'œuvre si jamais l'exploitation la dénature, de faire affirmer votre droit à la paternité ou à la maternité de l'œuvre. C'est perpétuel, c'est incessible, c'est inaliénable, imprescriptible. Enfin, c'est une catégorie de droit qui est très importante et qui reste, quel que soit ce que vous signez dans le contrat d'édition, qui vous reste acquise. Vous ne pouvez pas renoncer à votre droit moral. Ne croyez pas que le droit moral, c'est l'antidote à des contrats d'édition qui seraient mal négociés et mal signés non plus. Parce que le droit moral, c'est quelque chose, comme je le disais, qui est défensif et qui, en gros, vous donne le droit de faire un procès et de le gagner si quelqu'un fait n'importe quoi avec votre œuvre. Mais comme on est tous pareils à ne pas avoir envie de faire des procès tous les 4 matins, la vraie protection et le vrai lien juridique et économique entre vous et votre livre, c'est quand même d'abord les droits patrimoniaux et donc ce que vous négociez dans le contrat d'édition et également les rémunérations que vous allez toucher des sociétés d'auteurs. Donc le droit moral, c'est bien, mais ce n'est pas l'assurance tout risque pour faire protéger votre création. Alors dans les droits patrimoniaux, 3 familles donc. Ce que j'ai appelé, moi, les droits primaires, c'est-à-dire les droits de reproduction et de représentation. Donc ça, c'est exactement ce dont on vient de parler depuis le début, c'est-à-dire, dans la bande dessinée, ce que vous allez négocier avec votre éditeur pour l'exploitation de votre œuvre sous forme d'ouvrage, sous forme de produits dérivés, sous forme d'adaptation audiovisuelle. Donc, moi, auteur, dans le contrat, je vous cède à vous, éditeur, tel champ d'exploitation de mon œuvre, en contrepartie de quoi vous allez, 1, exploiter, et 2, me reverser les rémunérations associées en me rendant compte dans des relevés de façon périodique.
une société d'auteurs comme la DAGP, mais aucune autre société ne se mêle pas de ça. Ça, c'est l'intimité de votre lien et c'est donc tout ce dont on vient de parler. C'est à vous de négocier le plus correctement possible ces droits-là avec votre éditeur. Et puis la loi a prévu, depuis maintenant le XXe siècle, un certain nombre de droits d'auteur qui sont gérés de façon obligatoire par les sociétés d'auteurs. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, les droits collectifs. Je vais vous en faire le détail. Ça ne fait pas partie du contrat d'édition. Vous ne pouvez toucher ces droits-là qu'en étant membre d'une société d'auteurs. Ce n'est pas votre éditeur qui vous les reverse. Et ça peut, vous allez le voir, être un complément de rémunération assez important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans les années 80, il y a eu une multiplication de moyens très techniques de duplication des œuvres, quelles qu'elles soient, notamment par le grand public. Et là, bien évidemment, tout le monde se disait, c'est juste pas possible pour un auteur ou un éditeur d'appréhender toutes ces reproductions individuelles qui sont faites des œuvres. Alors l'exemple le plus concret, je vais le prendre en matière de musique, c'était ça à l'origine. Il y a eu donc les radios musicales, la musique à la télévision. Quand est arrivé le magnétoscope, n'importe qui, vous, moi, on fait des enregistrements pour pouvoir voir le film ou se faire une petite compilation musicale sur ces petites cassettes. Alors, je vois beaucoup de très jeunes. De notre temps, il y avait des cassettes à bande magnétique et on pouvait enregistrer les choses, ce qui passait à la radio. Et du coup, c'est ça. Et là, on a l'impression d'avoir 200 ans. Et du coup, bien évidemment, c'était autant de disques qui n'étaient pas achetés puisqu'on avait enregistré ce qui passait à la radio. Et là, il s'agit de dire, bon, bien évidemment qu'on ne peut pas interdire aux gens de faire ça. On ne peut pas non plus leur demander d'aller demander l'autorisation aux auteurs de musique, aux éditeurs, aux producteurs. Donc, il faut que le grand public puisse faire ça. C'est la même chose pour les photocopies. C'est illusoire de dire on va empêcher les gens de photocopier des livres ou des images. Donc, on ne peut pas les empêcher de le faire. En même temps, ça crée un vrai préjudice aux auteurs et aux éditeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre sous forme de gestion collective obligatoire, on va organiser le fait qu'il y ait juste des rémunérations. On ne peut pas interdire au grand public de le faire, mais en revanche, on va mettre en place des mécanismes qui vont faire que les auteurs et les éditeurs soient rémunérés pour ces exploitations, pour compenser les choses. Et c'est ça que nous, sociétés d'auteurs, notamment ADAGP, nous gérons. Et donc, que vous allez pouvoir toucher en devenant membre. Si vous n'êtes pas membre des sociétés d'auteurs et de la DAGP, on ne pourra pas vous reverser ces sommes-là. Je me permets juste de t'interrompre pour dire à quel point c'est important ces droits d'auteur. Donc n'hésitez pas quand vous êtes professionnel à vous inscrire à ces sociétés. L'inscription se fait une fois, c'est à vie. Et on n'a pas à renouveler ça chaque année, donc c'est bon. Et il y a droit de bibliothèque aussi, la Sophia, etc. Donc inscrivez-vous absolument à au moins une de ces sociétés. Et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Vraiment, c'est hyper important pour votre vie d'auteur. Oui, je vous. Alors, une adhésion une fois et c'est tout. Vous anticipez mon troisième slide. En fait, l'adhésion à une société d'auteur, enfin la DAGP, ça coûte 15 € la première fois. Et après, c'est fini. Il n'y a plus de cotisation annuelle à payer. Et si jamais vous deviez décider de ne plus être membre de la DAGP, d'ailleurs, on vous les remboursera les 15 €. Pourquoi ? Mais bon, ça anticipe un peu ce que je voulais dire. Les 15 €, en fait, c'est une part de capital social. Ce n'est pas ça qui gère à faire fonctionner, bien sûr, la DAGP. En devenant membre, c'est comme une association, même si notre forme sociale, c'est société civile, vous devenez associé. Et donc, à ce titre, vous allez pouvoir voter en assemblée générale, élire les membres du conseil d'administration qui sont tous des auteurs. Et donc, c'est une part du capital social. D'où l'absence d'annualité. C'est payé une bonne fois pour toutes. Et en fait, la DAGP se rémunère sur un pourcentage qu'elle prend sur les droits qu'elle gère et qui est de 10%. Donc, quand on touche 100 € de droits pour les auteurs, on en prend 10 pour payer les salaires, les locaux, etc. Et on en reverse 90%. Voilà. Donc les droits collectifs, il y a un droit qui est important en termes de bande dessinée, c'est le droit de suite. Il y a eu des
des conférences ici qui ont été faites notamment dans le cadre des États généraux de la bande dessinée il y a 2-3 ans et d'autres que nous avions fait il y a quelques années. Le droit de suite, ça concerne vos planches originales. Alors là, on n'est plus dans le domaine du droit de reproduction sous forme d'ouvrage ou de produits dérivés. On est lorsque vos planches sont données par vous, sont vendues par vous, notamment en galerie, et qu'ensuite elles vont circuler sur le marché de l'art. Vous le savez, Piazza, Tajan, Arcurial font des ventes fabuleuses d'originaux, alors de Hergé, de Möbius, de Franquin, mais pas que ces grands auteurs de Pratt. Exactement, il y a des auteurs bien vivants. On cite ici Enki Bilal, mais pas que. Il y a beaucoup d'auteurs membres de la DSGP qui ont des rémunérations liées au droit de suite. Donc il y a un pourcentage, c'est 4%, qui est versé par le marchand d'art à chaque fois pour l'auteur, à chaque revente. Donc ça peut au bout d'un moment faire un cumul extrêmement important. Et la DSGP est agréée et nous sommes en contact avec 400 maisons de vente et 800 galeries qui nous font le reporting en bon français, donc qui nous déclarent chaque vente. Et donc je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site ADAGP parce que vous verrez, il y a un petit moteur de recherche où, pour les auteurs non membres, lorsque l'auteur est membre, bien sûr, on facture le droit, on le reverse, mais pour les auteurs non membres, il y a un avis de recherche disant si vous vous appelez Madame A ou Monsieur B, il y a du droit de suite pour vous à toucher. Donc, oui. Est-ce que je peux te poser une petite question Donc, le droit de suite, est-ce que tu peux expliquer précisément comment il s'exerce et vis-à-vis de qui il s'exerce et qui le paye? Je donne un exemple plus précis. Un auteur de BD prend la décision, lui, de vendre aux enchères ou arrive à obtenir une vente à Christie's ou ailleurs de certaines de ses planches originales. Est-ce qu'il doit le droit de suite ou pas? Comment ça fonctionne quand c'est l'auteur lui-même qui vend les planches originales qu'il a faites? Parce que le droit de suite, c'est normalement dans la revente, mais voilà. Voilà. Bien évidemment. Alors, le droit de suite, il se déclenche lorsqu'il y a une revente. Donc, on n'est pas dans la première vente, dans une revente qui fait intervenir un professionnel du marché de l'art. C'est-à-dire qu'une revente entre deux particuliers, deux collectionneurs, ça, de toute façon, ça passerait en dessous des radars de l'exercice du droit. Donc, on n'en saura jamais rien. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne génère pas du droit de suite. Comme je l'expliquais, il faut qu'il y ait l'intervention soit d'un galeriste, soit d'une maison de vente. Et ces professionnels-là sont en contact avec nous et tous les 3 mois, nous font les déclarations des ventes qu'ils ont faites et qui déclenchent du droit de suite pour des auteurs. Voilà. Donc, lorsque vous souhaitez vendre une bande dessinée, enfin une de vos planches, non, pas du tout, bien évidemment, on ne va pas aller, je ne sais pas qui, prendre dans une poche la vôtre, ce qu'on va vous reverser dans l'autre poche. Voilà. Si tu passes par Christie's. Oui, tout à fait. Si c'est de la première vente, il n'y a pas de droit de suite. Je voulais juste faire une petite aparté à ce propos-là. Ce sont les dessinateurs qui souvent vendent donc les planches. N'oubliez pas les scénaristes quand il y en a. Je sais que c'est un débat aussi dans le milieu, mais pensez aux scénaristes et dans ces cas-là, voilà. Alors, comment ça peut se passer c'est quand... que, Est-ce qu'il y a un droit de suite pour les scénaristes? Si c'est une planche issue d'une bande dessinée, voilà. Exactement. Le droit de suite concerne les œuvres, les œuvres graphiques. C'est un droit qui est dédié aux œuvres graphiques. Mais, donc à titre principal, normalement, ce serait fléché que vers les dessinateurs. Mais, comme vous le savez, lorsqu'il y a deux créateurs, on va dire un dessinateur et un auteur, on est dans le cadre d'une œuvre de collaboration. Donc une collaboration, c'est un échange intellectuel et créatif entre 2, voire 3 ou 4 entités des auteurs, qui chacun s'influence, se coordonnent, élaborent ensemble l'œuvre. Donc, il n'y a aucun obstacle à ce que, comme le dit Christelle, dans le cadre d'un album, les dessinateurs et les auteurs se mettent d'accord pour dire le droit de suite sera partagé
entre nous deux, à 50-50, à 10-90 même. Alors en général, on fait du 50-50. Et s'il y a des coloristes également. Voilà. Non, mais c'est important, les coloristes. On a fait une partie pour les coloristes aussi. Exactement. Donc, ce sont les auteurs. Quand je dis auteur dans ma bouche, pardon, c'est la juriste en moi qui sommeille, qui se réveille. Pour moi, un auteur, c'est un créateur. Donc, c'est pas du tout que les gens du texte. Ou l'artiste, ou en tout cas le créateur peut très bien dire moi je suis co-auteur de ma planche avec un tel, l'auteur du scénario, le coloriste. Merci à DSGP de faire un partage de telle et telle façon. C'est quand on adhère à la DSGP qu'on fait cette déclaration. Exactement. Est-ce qu'il faut que tous les co-auteurs soient membres de la DSGP ou dans est-ce que vous n'acceptez pas les scénaristes si, vous bien acceptez sûr. les scénaristes? Oui, bien sûr. Surtout qu'on n'est pas forcément le scénariste du même dessinateur, donc il y a quand même des évolutions dans la vie. Oui, tout à fait. J'ai une petite question piège par rapport à ça. C'est peut-être plus toi qui répondras, Emmanuel. Ça peut arriver que dans certains contrats, on voit apparaître des clauses qui précisent quel va être le partage de propriété des planches elles-mêmes. D'accord. Ça peut arriver, ça. Est-ce que vous avez... Alors, la propriété, il y a un principe très important dans le droit d'auteur, c'est que la propriété matérielle d'une œuvre, d'une planche originale, d'un tableau, de je ne sais quoi, des négatifs originaux d'une photographie, est décorrélée de la propriété intellectuelle, dont fait partie le droit d'auteur. Donc, il y a si dans les clauses du contrat, on parle de la propriété matérielle de la planche, qui ont une copropriété entre les auteurs, ça implique que le jour où cette propriété matérielle va être aliénée sous forme de vente à un collectionneur, sous forme de don à votre maman, que sais-je, il faut que l'ensemble des copropriétaires de la planche soient d'accord. Effectivement, on peut y sentir en germe le fait que derrière, le jour où il y aura revente de cette propriété matérielle, la propriété intellectuelle qui est attachée, notamment le droit de suite, soit elle aussi partagée. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. Et je vous le dis, par exemple, le droit de suite a une propriété qui est extrêmement intéressante et très protectrice. Il a été créé en 1920. C'est qu'il est inaliénable. Et l'inaliénabilité du droit de suite a été dite pour protéger l'auteur contre lui-même, c'est-à-dire de la tentation de se défaire et de se désister, de renoncer à ce droit par un signé papier, sur le coin de la table. Voilà, mais avec son sang, dans lequel on dit non, le droit de suite, je n'en veux pas. Parce qu'on savait déjà que, en général, la partie faible dans un contrat, c'est l'auteur. Et que vous connaissez l'adage de Lacordaire qui dit lorsque le contrat opprime, la loi libère. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut qu'il y ait des règles intangibles qui permettent aux auteurs de ne plus avoir cette pression dans la négociation. Et ça, c'est vrai que sur le droit de suite, c'est un droit qui est extrêmement important et parce qu'il a aussi cette qualité et cette inaliénabilité. Je voudrais aller peut-être un petit peu plus vite sur les droits collectifs pour vous en faire le détail. Alors, il s'agit, alors on a mis les auteurs jeunesse, pardon, mais c'est aussi les auteurs BD. Alors, la rémunération pour copie privée, c'est-à-dire, c'est un peu c'est la version moderne de ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les cassettes à bande magnétique. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'existe plus. Et on copie sur des clés USB, des smartphones, des tablettes, des disques durs externes. C'est une rémunération qui est importante. Je vous ai apporté quelques chiffres. En moyenne, la copie privée, dans les droits que la DSGP reverse, c'est 865 € par an pour les auteurs de bande dessinée. Ce n'est pas la même chose pour les peintres ou pour les architectes ou pour le design. Mais voilà, donc c'est vraiment des montants qui sont significatifs. La retransmission à la télévision par câble. De la même façon, la DSGP est agréée. Et donc, on touche de la part de Orange, de Free, de tous les gens qui diffusent de la télévision, notamment par les box, des rémunérations qui vous sont reversées à vous, auteurs, lorsque vos planches apparaissent dans des programmes audiovisuels. Donc, la diffusion primaire à la télé, ça relève du contrat d'édition. En revanche, la loi a mis sous la protection des sociétés d'auteurs les rémunérations liées au fait que les chaînes de télé, le flux télé, soient retransmis sur les box. Et ça fait des rémunérations
qui ne sont pas complètement anodines non plus. En 2018, il y avait 140 € par an et par auteur en moyenne. Concrètement, quand on vous filme là pendant le temps du festival, c'est un événementiel, on est dans un temps d'information en plus. Bon, là, il n'y a pas de reversement pour cette diffusion à la télévision dans le temps de l'événement, on va dire. C'est le temps de l'information. C'est après s'il y a des rediffusions aussi, des intégrations de séquences filmées dans des documentaires, des monographies qui peuvent être faites sur vous et tout. C'est là qu'il peut y avoir des droits qui peuvent vous revenir. Ou alors, voilà, il y a le JT qui passe, qui vous filme Angoulême, qui vous filme vous montrez des planches, des choses comme ça. Cette télédiffusion primaire, normalement, elle est exercée par votre éditeur, qui d'ailleurs, en général, ne l'exerce pas parce qu'il le vit comme étant une promotion. Enfin, il doit. C'est un droit d'auteur. Donc ça fait partie, c'est comme quand on montre une bande dessinée comme ça, il devrait y avoir un droit d'exposition. Tout n'est pas exercé non plus. Donc ça, c'est l'éditeur. En général, j'imagine que dans les clauses, le droit de retransmission à la télévision est prévu, sous forme des planches, est prévu dans le contrat. Et donc, à partir du moment où vous l'avez cédé à votre éditeur, c'est à lui de l'exercer dans l'absolu. Et en tout cas, ce n'est pas la DAGP qui peut vous le reverser. Ce que nous, on peut vous reverser, c'est lorsque... C'est un peu technique parce qu'il fut un temps où c'était vraiment deux choses différentes, la télédiffusion hertzienne et les réseaux numéricables, etc. Bon, la loi, on a encore les scories, bonnes scories pour les auteurs, parce que du coup, ça fait des rémunérations qui ont été négociées par la DAGP. On a des contrats à la DAGP avec 275 chaînes de télévision notamment tous ceux qui rediffusent les œuvres par le câble. Et ça permet donc de reverser en moyenne les montants que j'ai évoqués pour ceux qui ont un peu de diffusion télé. Pas pour la diffusion télé, justement, mais pour la reprise de ces programmes télé par le câble et le SAT. En gros, moi, si j'ai une de mes images d'un de mes bouquins qui est passé sur, je sais pas moi, G1 par exemple, qui est rediffusé régulièrement, ça veut dire que je déclare ça à la DAGP et je peux toucher des droits là-dessus. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, on fait du monitoring, c'est-à-dire qu'on capte le flux télé. Et puis, déjà, on reçoit une documentation des chaînes de télé, donc on sait déjà ce qui est passé. Mais concernant, malheureusement, les images, bandes dessinées ou autres, c'est quand même pas très exhaustif, la déclaration que les producteurs et les chaînes font. Ils le font beaucoup plus pour la musique que pour nous, mais bon, tant pis. Donc, après, on a, nous, 4 personnes à la DAGP qui visionnent les programmes en x8, boulot extrêmement ardu. Et bien évidemment, comme le dit Christelle, la meilleure chose, c'est que vous nous envoyez un petit mail en disant j'ai eu une équipe télé qui est venue filmer dans mon atelier, qui est venue filmer sur le stand de mon éditeur. On a montré les planches de mon album, etc. Et nous, derrière, on peut déclencher le reversement des droits, bien sûr. Et on peut rétro-déclarer un an. Pendant un an. Oui, parce qu'en fait, ces droits-là sont soldés tous les ans. Donc, et c'est aussi valable pour l'apparition d'une interview avec une image de vous avec votre album, ou des images extraites de votre œuvre. Pas que vous, vous n'êtes pas une œuvre, donc on ne gère pas les droits sur votre magnifique visage. En revanche, à moins que vous ayez fait de vous une œuvre, mais ça peut se discuter pour certains auteurs. Il faut qu'il y ait quand même vos images qui soient diffusées. Mais en tout cas, oui, si dans un journal régional, pendant un festival de bande dessinée un week-end, il y a une interview de vous avec une photo de votre album, ça compte. Un mail à la DAGP, audiovisuel@adagp.fr, et c'est automatiquement pris en compte. Et bien sûr, on a tous les outils informatiques qui font que le jour où ce programme-là sera rediffusé sur d'autres chaînes ou ressorti et autres, vous toucherez les droits. Et on a même un contrat avec l'INA, parce que vous savez que l'INA est le grand gardien de tous les programmes audiovisuels à différents... Et lorsqu'il revend des extraits, si jamais devait y avoir dans ces extraits... une diffusion, eh bien, il y a aussi des droits qu'on vous versera. Donc ça, c'était pour les droits télé. On va passer un petit peu plus vite. Les droits de photocopie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, lorsque, soit sous forme d'album, soit sous forme de planche, dans un feuilleton édité éventuellement par la presse, ou complètement différemment, il y a reproduction de votre bande dessinée, ça relève du contrat d'édition, de la négo avec les éditeurs. En revanche, lorsque ce bouquin dans lequel apparaissent vos œuvres, donc l'album lui-même ou des rééditions sous forme par extrait,
est photocopié par tout à chacun dans une bibliothèque, à l'école, dans une entreprise. Il y a une rémunération qui est perçue par un organisme qui s'appelle le CFC et qui fait le partage entre, d'un côté, en gros, 50% qui vont aux éditeurs et 50% qui vont aux auteurs. Donc là, pareil, soyez membre de la DAGP pour toucher ces droits. En 2018, les droits de photocopie pour les auteurs de bande dessinée ont représenté 232 € en moyenne. Alors ça dépend du nombre d'albums que vous avez, du nombre de photocopies qui sont déclarées. Ce n'est qu'une moyenne, hein, donc il y a plein d'auteurs qui en touchent beaucoup plus, plein qui en touchent beaucoup moins. Mais voilà, au final, ça fait des sommes qui sont... ce qui est intéressant de savoir... Pardon. Notamment pour un auteur jeunesse ou une autrice jeunesse, dont le travail va être par exemple utilisé en classe, ou etc. Est-ce que ça peut compter justement Alors, ouais, là, ce sera les usages pédagogiques. Je voulais juste mentionner à propos de tous ces droits, ce que je n'ai pas encore dit, qu'en étant membre de la DAGP, vous toucherez non seulement les droits pour la France, mais également pour le monde entier. Parce qu'on a des contrats avec 50 ADAGP du monde entier, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique latine, mais aussi un peu en Asie, mais aussi en Afrique, qui nous envoient des droits pour vous, les auteurs membres de la DAGP, lorsqu'ils vous ont identifié dans des programmes télé, dans des photocopies, dans des choses comme ça. Et des fois, ils ne vous ont pas identifié, mais ils savent que vous existez. Dans les droits collectifs, de temps en temps, il y a des répartitions qui sont plus sur un potentiel usage de votre œuvre que sur une réalité, parce que ce n'est pas vrai qu'on sait tout ce que les gens photocopient, ce n'est pas vrai qu'on sait tout ce que les gens photographient sur leur smartphone. Et donc, il y a des droits où c'est en fait des répartitions quasiment par tête de pipe. On sait que vous êtes auteur, donc vous aurez 7,50 € de droits de photocopie provenant des Pays-Bas. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, c'est important que vous soyez membre d'une société d'auteurs, enfin de la DAGP, je ne crois pas que les autres aient ce réseau-là, parce que c'est tous les droits étrangers qui vous reviendront par le même coût. De la même façon que nous, sur les droits que nous collectons, nous envoyons à vos collègues d'Europe et des autres pays du monde. Le droit de prêt en bibliothèque, alors ça, vous le savez, la SOFIA est très, très présente. C'est elle qui est la société agréée pour la perception de ce droit de prêt auprès des grossistes, etc., au prorata du nombre d'ouvrages achetés par les bibliothèques. Néanmoins, pour les auteurs qui ne sont pas membres de la SOFIA et qui ne sont membres que de la DAGP, bien sûr, vous toucherez votre droit de prêt de la même façon. Et à ce stade, donc, je voudrais quand même indiquer, parce que c'est forcément une question qui se pose, est-ce que c'est compatible d'être à la fois membre de la SOFIA membre de la SOFIA et membre de la DAGP? Oui, totalement. Avec la SOFIA... Pas demander les mêmes droits aux deux. Il ne faut pas demander les mêmes droits aux deux. C'est ça. En fait, on s'est bien sûr coordonné, puisqu'on a bien conscience que certains des auteurs ont été directement à la SOFIA pour demander, pour collecter leurs droits de prêt. Les éditeurs font toujours d'ailleurs une bonne campagne de pub là-dessus. Mais beaucoup étaient déjà membres de la DAGP, des auteurs de bande dessinée. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, ça fait 65 ans qu'on existe. Et donc, on avait déjà plusieurs centaines d'auteurs de bande dessinée qui étaient membres de la DAGP. On est à combien aujourd'hui? Un peu plus de 1100. Et l'année dernière, j'ai regardé les chiffres, il y a eu 114 auteurs qui ont adhéré à la DAGP. Donc, c'est quelque chose qui est en continuelle progression. Et donc, avec la SOFIA, on a trouvé un modus operandi qui permet que vous soyez membre de l'une société et de l'autre. Et du coup, entre nous, on affecte les droits. C'est-à-dire que, bien sûr, vous ne toucherez pas deux fois les mêmes droits, comme le dit Emmanuel. Voilà. Et la SOFIA vous versera le droit de prêt. Et nous vous verserons les droits de copie privée, de télé, le droit de suite, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est tout à fait compatible. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est en fait le droit au prêt. Moi, la SOFIA m'a expliqué que je n'y avais pas droit parce que dans mes contrats, par exemple, c'est un exemple précis, dans mes contrats, j'ai 10% sur les droits de vente, mais ils considèrent que le droit au prêt est un produit dérivé, c'est ce qui m'a été répondu, hein.
et que donc je n'ai pas droit à toucher les 10% de coloristes parce que ce n'est pas, comme c'est considéré comme un produit dérivé et que ma clause n'était pas dans les produits dérivés mais dans juste la vente du livre, on m'a fait sauter le droit au prêt. Pardon. Pourtant, je parle fort normalement. Est-ce que vous avez entendu, en tant que coloriste, madame ne touche pas le droit de prêt, puisque la SOFIA... La part qui est reversée, pas celle pour l'IRSEC. L'IRSEC, ça, je le touche. D'accord. Voilà. Donc, c'est considéré comme un produit dérivé. Donc, quand vous signez vos contrats, vérifiez bien, surtout si vous êtes coloriste, que les 10% qu'on vous donne ou qu'on vous alloue gracieusement concernent aussi les produits dérivés. Sinon, vous n'aurez pas cette part-là. Voilà, c'est tout. C'était tout. Merci pour la remarque. Oui. Du coup, ça m'amène aussi à cette question de l'article. Tu vas y venir. Ouais, alors l'articulation avec le contrat. Droits, alors je passe sur les usages pédagogiques. Et là, c'était la question, notamment pour les auteurs plus jeunesse, mais pas que, des utilisations en classe et par les profs des œuvres. Nous avons depuis 2006 maintenant un contrat avec l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, etc., qui rémunère la DHGP pour vous lorsque vos œuvres sont montrées, non pas sous forme de photocopie, c'est un autre contrat, mais en classe, même sous forme d'examen, dans les thèses, sur l'intranet, etc., etc. Et ça, en 2018, ça fait 53 €. Au final, le montant moyen reversé, alors il y a les livres indisponibles, alors là aussi c'est la SOFIA qui en premier lieu gère ce droit-là, effectivement. Je ne l'avais pas noté, mais qui, vous savez, a subi quelques aventures et qui n'est pas encore complètement mis en place. Et donc la moyenne reversée l'année dernière aux auteurs de bande dessinée par la DHGP, c'est 1400 €. En 2018, et nous avions notamment pas mal de droits provenant d'Allemagne qui ont été reversés. Je sais pas si vous Ces vous rendez droits-là compte, ne doivent pas faire l'objet... Ça fait un mois de SMIC, hein, c'est ça quand même que ça représente. Donc c'est significatif, et c'est pour ça qu'on est des fois un petit peu désolé de voir que des auteurs peut-être sont réticents à adhérer. Bon alors oui, adhérer, c'est remplir... c'est remplir un acte d'adhésion d'une page avec nom, prénom, coordonnées, numéro de sécu, etc., nous donner un RIB. Et derrière, je vous dis, il n'y a même pas de cotisation annuelle à payer. Au pire, on ne vous reverse rien, mais ça, c'est qu'on ne ferait quand même pas bien notre boulot. Et normalement, on devrait, notamment avec votre avancée en termes de production et de publication, pouvoir vous offrir de plus en plus de reversements de droits qui se font entre 1 et 2 fois par an, avec un relevé également. Je voulais... Ah, pardon. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai une question sur Internet d'un autre marque qui demande, mais je pense que connaître la réponse, j'ai envie de dire presque malheureusement, pour la DHGP, pour les droits de suite, cela concerne-t-il aussi les ventes d'albums dédicacés payants dans un circuit pro, bien sûr? Je la pose quand même. Les reventes sur des circuits pro, c'est ça? Quand on revend sur Internet une dédicace. J'imagine. Oui. Alors ça, c'est une très très bonne question. Enfin, c'est une question d'actualité. Alors, le droit de suite, il faut qu'il y ait une œuvre originale. Donc, un album n'est absolument pas un original. En revanche, un beau dessin lié à une dédicace sur la page de garde, d'un coup, on rentre dans le monde de l'œuvre originale. Aujourd'hui, je crois... En BD, pardon, excuse-moi, mais en BD, c'est presque exclusivement tout le temps des dessins. Enfin, exactement. Donc, c'est pour ça que d'un coup, on bascule du monde des droits de reproduction au monde de l'originalité, alors même qu'on est sur un album, mais d'un coup, il y a une œuvre graphique originale qui, grâce à la dédicace, apparaît sur ce support. Aujourd'hui, la question se pose donc dans l'absolu, ça devrait déclencher du droit de suite. Néanmoins, il y a des choses qui font que je ne crois pas encore que ça ait lieu, mais on peut dire que ça aura lieu bientôt, cette perception de droit de suite. Je ne vous l'ai pas dit, mais le droit de suite se déclenche lorsque l'objet est vendu plus de 750 €. Donc encore faudrait-il que la dédicace, l'album dédicacé, soit vendu plus de 750 €. On n'en est hélas pas encore là, pour beaucoup. Exactement. Mais ça arrive. Mais... Exactement. Et donc, si on s'était parlé il y a 20 ans,
on aurait été beaucoup plus jeunes, enfin moi en ce qui me concerne, et deux, on n'aurait peut-être pas parlé du droit de suite pour la bande dessinée, parce qu'il y a 20 ans, le marché de l'art ne vendait pas les planches originales, même Dergé, ça commençait encore. Voilà. Donc les choses avancent, le marché de l'art a besoin de choses à vendre à ses clients, et donc effectivement, tout doucement, il y a cette apparition des reventes successives et des planches, et aujourd'hui des dédicaces. Ça a même explosé en BD. Exactement. Donc reparlons-en dans 3-4 ans, parce que je pense qu'il y aura des dédicaces qui certainement franchiront ce seuil des 750 € et qui certainement arriveront aussi dans le marché un peu plus institutionnel, c'est-à-dire les galeries et les maisons de vente. C'est vrai que ça, les dédicaces, ça se vend quand même beaucoup sur eBay. Le problème d'eBay, je ne sais pas si vous le savez, c'est que c'est une plateforme et qu'en tant que plateforme, eBay n'est pas responsable de ce qui se passe sur sa plateforme. Je schématise un peu. Et donc, il faudrait aller voir chaque vendeur sur eBay pour lui demander s'il est un professionnel du marché de l'art ou est-ce que c'est simplement un particulier qui ne fait que revendre ce qu'il a obtenu à Angoulême l'année dernière de vous. Et voilà, donc c'est une perception de droit qui est quand même un peu plus compliquée, mais dès lors où des dédicaces dépasseront 750 € et seront vendus par un libraire ou par une galerie ou par une maison de vente, oui, il y aura du droit de suite. Merci. Je finis par répondre à la question. Mais j'espère, enfin, c'est pas la mienne, hein, mais je pense qu'elle était assez complète. Une autre question de Fabien sur Internet toujours, après, concernant mais je pense pas, parce que la question c'est, est-ce que c'est la même chose pour les romans concernant les droits de diffusion à la télé ? Mais du coup, il n'y a pas d'image, à moins qu'il parle des jaquettes, des illustrations, mais je pense pas. Est-ce que c'est la même chose, quoi ? Pour les romans, les droits sur la diffusion à la télé. J'imagine que quand on passe dans une émission... Et que... je pense que c'est la couverture d'un roman, quand elle est présentée coup, à la télé. Ça doit être la est-ce couverture. que l'illustrateur touche quelque chose sur... Ah oui. Pour les droits de diffusion télé, si vous faites la couverture d'un roman et que c'est mis, je sais pas, banc-titré à la télévision pendant un certain temps, l'illustrateur a un contrat avec l'éditeur qui normalement prévoit la primo-diffusion voilà, sous forme de droits dérivés. Voilà, donc c'est forfaitaire. Bon, donc il est payé 500 €, je ne sais pas combien d'ailleurs, pour avoir fait la couverture, 2000 €, je lui souhaite. Et ça couvre notamment la diffusion à la télé par tout moyen. Donc là, ce n'est pas la DSGP. En revanche, lorsque ça est rediffusé sous forme de câble et de satellite, là oui, il y aura des droits pour la diffusion de cette couverture. Une dernière petite question dans cette L'article 8 du contrat, je voudrais parler du contrat d'édition par rapport à ces droits. Oui. Voilà. Mais pour cette télédiffusion, est-ce qu'il y a des accords avec les plateformes de diffusion en ligne du coup ? Ouais, sauf que les accords, on a par exemple nous un accord depuis 2008 avec YouTube et aussi à l'époque Dailymotion, enfin qui est en train de un peu disparaître des radars. Donc pour YouTube, on reverse des droits à tous les auteurs d'images, d'art visuel en tout cas, qui sont diffusés sur la plateforme. Et ce sont des droits conséquents, mais ce sont des droits primaires. Donc la diffusion sur YouTube ne relève pas, pour vous, pour ceux en tout cas qui sont membres de la DSGP, de nous, mais relève de ce qui est négociable ou pas dans le cadre de votre contrat d'édition. Ah, très intéressant, on ne le savait pas ça. Exactement. Voilà. Donc c'est du droit primaire, c'est la négo avec votre éditeur. Ou alors, si vous gardez ce droit-là, à ce moment-là, vous pouvez de façon complémentaire l'apporter à la DSGP. Mais très souvent, ça fait partie du champ, vous savez, le diffusion par tout support, tout moyen, nanana, voilà, c'est ce genre de droit pas forcément nommé. Des clauses très généralistes comme Exactement. ça dans le contrat dont il faut se méfier. Exactement. On va passer juste peut-être très vite, Marlène, parce que là, il est très tard. Oui, après, donc il faudra qu'on conclue, sauf si vous avez 2-3 la questions. DSGP en chiffres, bon, voilà, vous le voyez. Voilà, là, je vous avais mis les proportions entre ce que valent les droits collectifs, le droit de suite et les droits de reproduction et de représentation à la DSGP. Donc, on est dans quelque chose qui est très équilibré. Hein. Le droit de suite, c'est 35% des droits. Enfin, un tiers, en tout cas, entre droit de suite, droit collectif et droit primaire. L'émission, on en a parlé. Donc, on gère les droits. Je voudrais quand même mentionner le soutien à la création artistique et la protection des droits des artistes, si vous pouvez passer, s'il vous plaît.
Voilà, donc ça c'était les montants, enfin les chiffres que je voulais vous donner. Il y a une commission BD à la DHGP qui est initiée depuis quelques mois, qui va en fait impulser des actions culturelles dans le secteur de la bande dessinée, du dessin, enfin dessin jeunesse, et pour la commission jeunesse, pardon, on a un petit peu tout. Alors, c'est dit en bon anglais, ça veut dire à confirmer, parce que Nicobi et Johan habitent tous les deux en province, et donc voilà, ils vont voir s'ils peuvent venir à Paris, puisqu'on est à Paris. Il y a la révélation avec Quai des Bulles, bande dessinée, avec nos sublimes lauréats Nedjib, Robin Cousin et Anis El Amouri, qui voilà. Et puis il y a pas mal d'actions culturelles et de soutien au festival, avec la DABD, avec la Maison des auteurs ici, de Pili Munoz, qui fait un boulot extraordinaire. Allez voir l'expo. Ouais. Allez voir l'expo des auteurs en résidence, qui est magnifique. Je voulais juste mentionner une chose avant de vous rendre, c'est que le droit d'auteur est en évolution. Les droits collectifs dont je vous ai parlé, les 1 400 € en moyenne que nous reversons aux auteurs de bande dessinée, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est quelque chose qui s'est construit notamment à l'aune des techniques de diffusion des œuvres. Et donc, la loi évolue pour prendre acte de l'évolution de la société. Et aujourd'hui, peut-être le savez-vous, on est en train de se battre, ça fait déjà 10 ans, mais peut-être qu'on va réussir, pour faire en sorte que, comme pour la copie privée, comme les droits de photocopie, comme le câble à la télé, les moteurs de recherche et les plateformes de l'Internet payent des droits. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un vrai basculement de l'économie, du bon vieux monde analogique vers le monde numérique. Et le paradoxe, c'est que l'économie s'est déplacée, mais très souvent, la régulation ne s'est pas déplacée. Et qu'on est un peu dans cette espèce de crunch avec cet effet de ciseau, que tout le monde voit beaucoup d'images sur Internet, achète moins de livres, je crois que vous le savez mieux que personne, mais qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que les auteurs puissent bénéficier de ça et toucher des rémunérations de l'Internet, même si je l'évoquais tout à l'heure. Des acteurs comme YouTube, et je les salue quand même, avaient dès 2008 décidé de signer avec les sociétés d'auteurs parce qu'ils voulaient qu'on puisse, qu'on arrête de dire qu'ils ne respectaient pas la création et les auteurs. C'était aussi un coup marketing, mais ils sont malins et c'est bien normal qu'ils rémunèrent. Et je pense qu'il faut aussi qu'ils paient des impôts en France, mais ça c'est juste un truc. Il y a plusieurs sujets sur les plateformes de l'Internet, mais aussi payer les auteurs. Et donc, il y a il y a une bataille qui s'est ouverte au niveau européen, qui consiste, c'est ce que je disais tout à l'heure, à essayer de faire en sorte que les plateformes, alors une plateforme, c'est effectivement YouTube, mais c'est aussi Facebook, mais c'est Instagram, mais c'est Pinterest, mais c'est eBay, et une certaine responsabilité dans ce qu'ils diffusent. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont responsables de rien, ou sauf de choses abominables, genre incitation à la haine raciale ou pédopornographie. Mais une responsabilité d'un acteur, c'est bien au-delà de ces choses terribles, c'est aussi pouvoir rémunérer les auteurs lorsque l'économie de la plateforme est basée sur la diffusion des œuvres, les créateurs et les éditeurs. Et puis, donc ça concerne à la fois les plateformes et à la fois les moteurs de recherche d'images. Vous savez, ce mur d'images, si vous faites une recherche, qui vous permet d'ailleurs d'un simple clic droit de récupérer tous les fichiers de toutes les images que vous voulez. Aujourd'hui, si vous faites une banque d'images, or les vraies banques d'images, Getty ou peu importe, payent des droits, mais Google, pour son moteur de recherche d'images, et les autres moteurs de recherche, Flickr, Quant, Bing, etc., ne payent rien. Donc on essaye de changer la loi pour obtenir les leviers juridiques qui nous permettront de collecter des droits et de vous les reverser, et en espérant que ça fasse des sommes assez significatives et que ça vous permette à vous de continuer à créer et à être des professionnels et non pas des gens qui avaient un vrai métier et qui derrière essayaient de faire des livres. Voilà. Sachant que les structures des auteurs essaient de faire ça aussi, mais bon, on a plein de combats à mener en ce moment, donc c'est très compliqué. Et on a beaucoup de choses à faire, voilà.
Il y a des modèles de plateformes, de nouvelles plateformes aussi, de plus petite taille qui se développent, dont pas mal dans le numérique, dans la bande dessinée numérique en fait, souvent portée par des auteurs ou des collectifs qui essayent de proposer des modèles alternatifs de rémunération. Et je pense que ça sera intéressant de discuter avec les sociétés d'auteurs pour voir comment on pourra articuler tout ça. Et ça, c'est intéressant. Juste, j'aurais voulu quand même Et on va conclure après. dire que pour ce livre, donc, on a eu une aide de la part de la DAGP, mais également de la part du ministère de la Culture, du service du livre et de la lecture. Et donc, parce que c'est un effort financier, mais c'est un effort d'investissement temps, et que pour l'effort d'investissement temps, on est toujours partant, mais pour l'effort financier, il fallait un petit peu de soutien. Et donc, il faut mentionner combien d'exemplaires vous avez fait, du coup ? On a publié à 1500 exemplaires. Et il y aura une version numérique. Il y aura une version numérique voilà. Qui sera disponible dans quelques temps et qui sera disponible gratuitement. Il sera sur le site de la DAGP si la DAGP le veut et sur le site du SNAC également. À noter qu'il vaut 10 € théoriquement ce livre. Voilà. Oui, mais bon, du coup, là, on vous le donne parce que c'est Angoulême, etc. Mais voilà, inscrivez-vous au SNAC, s'il vous plaît. Merci, adhérez. Sinon, ce genre de choses, on ne peut pas continuer à les faire. Donc, s'il vous plaît, adhérez. Voilà. Je vais plus soyer. Oui, c'est un coup. Pour la DABD, on a reçu un soutien aussi pour un autre livret qu'on fait sur le pavillon Jeunes Talents. Un grand merci. On le présentera cet après-midi. Mais effectivement, c'est un investissement financier. Et en temps, oui, on est volontaire, mais c'est du temps. C'est du temps et qu'on ne consacre pas à notre boulot à côté, quoi. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est bien de faire des choses comme ça. C'est super chouette de le faire gratuit, là, au moins pendant la période du festival. C'est très généreux. Mais oui, achetez-le, quoi, aussi. Ouais, vraiment. Et puis, je peux qu'inciter, moi, les écoles de bande dessinée, notamment, à passer des accords avec vous pour en avoir, quoi, parce que c'est vraiment un super outil pour les étudiants, quoi. C'est vraiment génial. Ouais. La DAGP aura quelques exemplaires gratuits, c'est prévu dans ce qu'on a discuté. Donc, si elle souhaite en avoir plus et si elle veut les donner dans les interventions qu'elle fait éventuellement dans certaines écoles, il n'y a pas de souci. C'est effectivement l'intérêt des auteurs de bande dessinée, c'est que cet ouvrage, cette documentation, cet outil serve. Donc, il n'est pas destiné à rester dans un placard ou dans des cartons, dans des archives. Donc, il faut que ça serve. Il faut que ça serve et il vaut mieux que ça soit le plus largement possible distribué, y compris gratuitement, plutôt que ça reste dans des placards. Sinon, dans le reste du programme du Magic Mirror, cet après-midi à 14h30, nous vous donnons rendez-vous ici pour une masterclass démonstration de Benjamin Beneteau sur Clip Studio Paint. À cette occasion, nous avons négocié avec Celsys 50 licences de Clip Studio Paint X, donc c'est la version professionnelle. C'est pas la Pro, c'est la X, donc c'est celle qui est bien. Et donc voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et demain matin, nous avons une super table ronde aussi, enfin un petit déj pro un peu comme aujourd'hui. J'espère qu'il fera un peu plus chaud demain. À 10h aussi avec Olivier Coppel, Stéphanie Hans et Gilles Mast. 3 auteurs français qui travaillent avec les Américains, qui nous font l'honneur et la gentillesse de venir parler de leur expérience avec les éditeurs américains. Sachant que maintenant, évidemment, le monde de la bande dessinée n'est plus fermé aux franco-belges, mais s'ouvre partout et que les éditeurs américains aussi regardent de notre côté. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup à la DAGP d'être venu, à notre juriste d'être venu aussi, et à Sébastien pour sa présence et à la Cité aussi pour... Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci.